Un grand merci d'être là pour ce webinaire. On va essayer d'explorer avec vous aujourd'hui comment le crowdfunding pour les énergies renouvelables peut s'intégrer dans une stratégie patrimoniale. Aujourd'hui, on est deux à présenter et on va essayer, comme je disais, alors hop, faut que j'arrive à passer, déjà de se présenter, Camille et moi-même, et je vais vous présenter aussi la société Enerfip. On explorera aussi un peu l'historique du crowdfunding, que ça soit à l'international et aussi en France. On essaiera de voir aussi comment investir concrètement son épargne dans la transition énergétique et comment se structurent les différents projets, que ce soit d'énergie renouvelable ou encore de technologies comme la mobilité durable ou l'efficacité énergétique, et comment on peut investir dedans. Les rendements espérés, mais aussi les risques. On va vous répéter plusieurs fois, mais tout investissement comporte des risques de perte en capital. Et on va, voilà, c'est l'objectif de ce webinaire, c'est pas de faire des conseils en investissement, mais plus de vous avertir sur les différentes solutions d'investissement qui peuvent y avoir pour placer son argent dans des projets de transition énergétique et comment du coup intégrer ces projets-là dans une stratégie patrimoniale. Et ça plus Camille, parce que Camille est conseillère en gestion de patrimoine et c'est elle qui va vous préciser tout ça. Camille, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, merci Mathias. Donc moi, conseillère effectivement en gestion de patrimoine, ça fait plus de 3 ans que je suis à mon compte maintenant, avec l'envie de faire que de la finance durable, donc pouvoir investir dans des placements, comme on va voir aujourd'hui dans du crowdfunding, dans des énergies renouvelables ou plein d'autres choses comme ça. Et je suis aussi pas mal engagée sur le côté associatif, dans l'écologie, etc. Voilà un peu ce que je fais de mon quotidien. Et toi Mathias, qui tu es? Alors moi, ça fait 3 ans, je suis chez Enerfip. Enerfip, on est une plateforme d'investissement participatif dédiée aux projets de transition énergétique. On aura l'occasion d'en discuter et de vous montrer comment on a structuré notre business et comment on permet aujourd'hui à plus de 25 000 investisseurs d'investir une partie de leur épargne dans nos projets. Et moi, je suis dédié sur la partie partenariat, du coup, tous les partenariats avec les conseillers en gestion de patrimoine, les family office et les banquiers privés. Et voilà un peu sur qui on est. On va pouvoir attaquer directement sur d'autres sujets et les énergies renouvelables et la transition énergétique. Alors, avant de rentrer dans vraiment comment nous on intervient, Enerfip, et comment ce crowdfunding permet aussi de financer des projets d'énergie renouvelable, on voulait vous faire un petit historique de où est-ce que ça vient le crowdfunding. Et est-ce que vous avez une idée de quel est le premier projet, en tout cas d'envergure, qui a été financé par du crowdfunding? Petit indice, c'est un projet aux États-Unis. Je vous laisse juste 20 secondes pour répondre si vous voulez dans le chat, s'il y en a qui le savent. Pour l'instant, on n'a pas de réponse. Potentiellement. Aucune idée. Écoutez, on va vous donner. Comme ça, vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Le premier projet qui a été financé, c'était la Statue de la Liberté, dont notamment 100 000 Français ont contribué à la construction. Et surtout, ont mis une partie à l'époque c'était en francs, mais une partie de leur épargne pour financer ce projet-là, qui, comme je le rappelle, la Statue de la Liberté a été entre guillemets, offerte par la France aux États-Unis. Si on fait un petit bond en avant, on se retrouve en 2008. Et pourquoi le financement participatif s'est développé? C'est qu'avec la crise financière, la confiance des investisseurs dans la finance est au plus bas. Concrètement, l'image du banquier qui veut uniquement faire de la rentabilité et qui ne prend pas en compte l'image et les préférences d'investissement de ses clients, c'est un peu le cliché aujourd'hui de la finance, en tout cas en 2008. Il y a vraiment un souhait à travers le financement participatif, de faire émerger une finance plus saine et plus transparente, en sachant qu'à l'époque, il n'y avait pas de cadre réglementaire pour les plateformes. Il y avait uniquement un cadre pour ce qu'on appelle le financement participatif via du don, avec ou sans contrepartie, mais pas réellement de notion d'investissement derrière. Ce qui fait qu'en 2014, la ministre qui était, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais a créé un cadre notamment avec l'AMF pour un agrément qui était de conseiller en investissement participatif, que nous, aujourd'hui, Enerfip, on avait obtenu à l'époque, et ce qui nous a permis de nous lancer et de créer ce qu'on appelle l'investissement participatif, c'est-à-dire vraiment de placer une partie de son épargne et d'avoir des rentabilités, que ce soit en actions, du coup des
des dividendes, soit des taux d'intérêt. Et c'est ce qu'on fait nous avec des obligations. Je préciser qu'il y a différents types de financement participatif. Je disais l'historique, c'est pour ça que les gens, quand on parle de crowdfunding ou de financement participatif, pensent directement aux dons avec ou sans contrepartie. Mais il n'y a pas uniquement ça, et c'est pour ça qu'on essaie d'en sortir, nous, parce que on souhaite montrer que, au contraire, il peut y avoir de la rentabilité, c'est pas uniquement du don, c'est de l'investissement, et certes, il y a des risques, vous pouvez avoir des rentabilités qui sont assez intéressantes pour vous. Il existe du coup d'autres typologies, que ce soit l'investissement en start-up ou en PME. Il y a de nombreuses sociétés qui sont spécialisées dans ce type de projet-là. L'investissement en immobilier, qui aujourd'hui reste la partie de crowdfunding qui lève le plus annuellement, même si l'année dernière, l'immobilier avec l'augmentation des taux et un nombre de défauts assez conséquent, a fortement baissé. Mais ça reste c'est la crise actuelle de l'immobilier. Hein. C'est énormément des projets de promotion immobilière. Donc forcément, ils sont un petit peu plus impactés que d'autres thématiques actuellement, quoi. Exactement. Exactement, sur l'immobilier, ça a bien chamboulé en tout cas l'année dernière. Et nous, la dernière partie, qui sommes entre guillemets les plateformes qui sont dédiées à l'investissement dans les projets d'énergie renouvelable, et on dit plus de transition énergétique au sens large parce que on spécialise de plus en plus sur des projets d'efficacité énergétique, de mobilité durable, de stockage, ce qui est une réelle demande à la fois en France et en Europe, et on va le voir. Je voulais vous présenter du coup Enerfip, qui on est, nos valeurs. Faut savoir que nous, on est créé depuis 2014. Concrètement, on attendait que l'agrément se lance pour être créé par 4 cofondateurs qui étaient issus des projets d'énergie renouvelable et qui, avec ce nouvel agrément, ont eu la possibilité de permettre aux citoyens d'investir une partie de leur épargne dans ces projets-là qui, à l'époque, avaient un réel sens pour la France de se développer, et surtout qui avaient de la rentabilité pour se développer et pour payer les investisseurs sur les obligations qu'ils achetaient. Si on fait un bond en avant, Enerfip aujourd'hui, on a changé d'agrément. On est passé d'un agrément français à un agrément européen, toujours délivré par l'AMF. On a financé plus de 450 projets. On a 600 millions d'euros levés depuis notre création sur différents projets à la fois en France et en Europe, parce qu'on est initialement basé à Montpellier, mais on a depuis récemment un bureau à Madrid, à Milan et à Amsterdam pour nous développer à l'échelle européenne. On a 55 000 clients, dont 25 000 personnes qui ont déjà investi dans nos projets. Comme je disais, 45 collaborateurs qui sont basés un peu partout dans la France et maintenant aussi à l'échelle européenne. Quand je vous disais que notre secteur s'est développé ces dernières années, je vais vous prendre un exemple de l'année 2024, où on a levé 157 millions d'euros sur nos différents projets d'énergie renouvelable, dont 30 millions d'euros avec nos partenaires, dont nos partenaires CGP, comme Camille. On a notamment réalisé ça parce que on a, avec la conjoncture d'augmentation des taux, augmenté aussi nos taux pour nos investisseurs, pour que la prime de risque soit toujours valorisée. Ce qui fait que sur l'année 2024, on était presque à 8% d'intérêt brut annuel sur les obligations qu'on émet pour nos clients. Ce qui a fait notre différence aussi, on en parlait avec l'immobilier qui a eu un taux de défaut qui a été augmenté. Nous, le nôtre, il est resté vierge sur l'année 2024. On a eu uniquement un défaut dans l'histoire d'Enerfip au tout début, en 2016, mais qui reste encore, c'est encore en procès, mais sinon on a très peu de défauts. On est vraiment dans une gestion de bon père de famille. On voulait parler de la sélection de des projets, mais on n'a pas encore les chiffres sur l'année 2024, mais sur l'année 2023, on avait analysé plus d'1 milliard d'euros de deals et on avait sorti, je crois, 140 millions. On est assez restrictif sur ce qu'on veut financer et sur des sociétés qui, on vous montrera par exemple par la suite, sont des projets plutôt bien ficelés et avec des sociétés qui ont de l'expérience et qui ont notamment des salariés très compétents. On fait ça aussi pas uniquement en tout cas nos investisseurs qui viennent, ils viennent pas uniquement pour la rentabilité, pour le risque qu'il y a derrière, mais surtout pour les tonnes de CO2 évitées aussi. Chaque projet, on a une calculette carbone qui permet de savoir quelle est l'émission de CO2 j'ai permis d'éviter avec mon investissement, et aussi quelles sont la production d'énergie verte que j'ai réalisée. Et comme je disais, Enerfip a remboursé depuis sa création plus de 150 millions d'euros de capital et à peu près 35 millions d'euros d'intérêt. Et ça va notamment continuer dans les prochaines années, puisque cette année, on va rembourser à peu près 90 millions d'euros tout confondu.
Et ça va, voilà. On a vraiment un développement qui est plutôt positif. Et on va essayer de vous montrer pourquoi on a réussi à se développer et quel type de projet on finance. Et je reviens juste sur le taux de défaut ou taux de retard. C'est des indicateurs qu'on peut retrouver sur les plateformes de crowdfunding. Vraiment, en tout bas de la page principale, de la page d'accueil, on a un indicateur de performance ou voilà quelque chose qui ressemble à ça. Et on peut regarder effectivement les taux de retard, de défaut, etc. par année ou depuis la création, etc. Faut quand même remarquer que les énergies renouvelables, c'est en général une thématique qui a beaucoup moins de défauts et Enerfip s'en sort très très bien aussi. Il y a aussi la gestion de mon père de famille, mais peut-être aussi la conjoncture. On a quand même la loi qui guide un peu vers les énergies renouvelables, aussi le côté conjoncture parce que nos énergies, on dépend quand même une partie de l'extérieur entre guillemets et se réapproprier ce parc, cette énergie, c'est quand même intéressant quand on voit un peu le contexte mondial, quoi. Donc il y a quand même pas mal de choses qui poussent en faveur de tout ça. En sachant que j'ai vu qu'on avait une question sur le taux de retard, parce que Oui. c'est qu'on parle là, le taux de retard, parce que nous on appelle retard entre 0 et 6 mois. Au-dessus de 6 mois, en fait, c'est pas considéré comme un défaut, mais pour nous, c'est des projets qui vont prendre du temps à être remboursés. Pour nous, j'appelle ça un défaut. 0,12, c'est ça. Comme disait Camille, sur notre site internet, il y a l'indicateur de performance que vous pouvez retrouver en bas de notre site et on a un taux de retard vierge aujourd'hui. On a aujourd'hui, à bien nos analyses, les projets sont remboursés en temps et en heure. Et quand ils sont pas remboursés en temps et en heure, c'est ce qu'on appelle, ils sont remboursés en anticipé. Et on l'a vu l'année dernière, on a à peu près, sur les 60 millions d'euros qu'on a remboursés, il y en avait à peu près un quart c'était des projets en remboursement anticipé. Parce que soit les projets s'étaient construits plus rapidement que ce que avait anticipé le porteur de projet. Bon, après, ils prennent toujours une marge, hein, et du coup, nous rembourser plus rapidement. Soit que la dette bancaire est arrivée, pareil, plus rapidement. Et ce qui montrait que des projets sur 3 ans étaient remboursés au bout de 2 ans, ou des projets sur 2 ans au bout même d'un an. Voilà, on est plutôt content sur cette partie-là. Je précise juste les indicateurs de performance que je disais en bas des pages, c'est pas une obligation légale. Donc toutes les plateformes ne publient pas. C'est normal que des fois on retrouve pas toutes ces données, quoi. Alors, c'est pas une obligation légale. Par contre, nous, on fait partie d'une association de financement participatif et ce qui fait qu'on est obligé de les publier si on veut faire partie de cette association. Et c'est pour ça que nous, ils sont publiés chaque jour, c'est automatisé. Après, voilà, chacun fait comme il le souhaite, mais c'est quand même, normalement, c'est censé, et comme on fait pas tous partie de cette association, on est censé tous les publier. C'est ça. Pour revenir, parce qu'on est en nouvelle année, pourquoi le développement des énergies renouvelables et pourquoi nous on se spécialise dans cette technologie, c'est qu'il faut savoir historiquement les projets d'infrastructure d'énergie verte étaient uniquement pour les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire minimum plusieurs centaines, voire millions d'euros pour pouvoir investir dans cette technologie-là. Et nous, on a vraiment voulu démocratiser cet investissement parce que il faut savoir qu'on a des objectifs. Déjà, c'est une classe d'actifs qui surperforme depuis une dizaine d'années. Les énergies renouvelables, c'est très rentable, on ne va pas se le cacher. Et surtout, à la fois à l'échelle européenne, comme vous pouvez le voir, on a des objectifs assez conséquents qui ne vont pas s'arrêter là. D'ici 2030, on doit passer à 42,5% de la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique. Je n'ai pas sur 2024, je ne sais pas combien on était, mais en tout cas en 2021, on était à 21,8%. On a augmenté, mais on n'en est pas encore à nos objectifs. Et notamment la France, on était en retard sur nos objectifs 2021 d'installation d'énergie renouvelable. Et on va devoir rattraper si on ne veut pas payer des amendes parce que concrètement, c'est une réglementation qui nous l'impose. Et si on voit un peu le plan à l'échelle française, j'essaie de montrer les objectifs les plus court terme que j'ai pu avoir. Parce que je trouve que les objectifs 2050, c'est très très loin et on peut dire que ça peut bouger. Là, d'ici 2028, rien que pour le photovoltaïque, c'est de passer de 19 gigawatts à 44 gigawatts crête installés. Et pour l'éolien offshore, c'est de passer de 21 à 35 gigawatts crête installés. J'ai pris les deux technologies qui sont aujourd'hui qui se développent le plus massivement, mais j'aurais pu prendre aussi des unités de méthanisation qui aussi se développent. Et on a vraiment, à la fois à l'échelle française, européenne,
d'un développement massif et du coup des projets, on en a de plus en plus à financer, qui sont de très bonne qualité sur des technologies qui, comme je dis, le photovoltaïque, un prix d'un panneau a été diminué par 10 en 10 ans, ce qui permet voilà, d'avoir des technologies qui sont aujourd'hui les plus rentables sur le marché, tout en produisant une énergie renouvelable et décarbonée. Si on parle de comment ça se finance un projet et où est-ce que nous on intervient Enerfip, il y a 3 étapes pour un projet d'énergie renouvelable. Il y a ce qu'on appelle la première phase, la phase de développement, c'est toute la phase de prospection, d'études, d'autorisation et d'instruction du projet. Il faut savoir que selon les projets d'énergie renouvelable, si c'est pour l'éolien, ça va être un peu plus long, pour du photovoltaïque un peu plus court. Ça va dépendre aussi de la taille des projets et des différentes études, parce que les études environnementales peuvent prendre un moment. Et c'est vrai que c'est la phase aujourd'hui la plus risquée parce que le projet, tant qu'il n'est pas ce qu'on appelle RTB ou RTB Ready to Build ou prêt à construire, il y a encore des risques qui ne puissent ne pas se réaliser. Une fois qu'on a fini cette phase de développement, on a notre projet qui est prêt à construire, Ready to Build, et on va rentrer dans la phase de construction qui va être l'achat des composants, les débuts du chantier. L'achat des composants, c'est acheter les panneaux photovoltaïques, par exemple, les onduleurs, payer les ouvriers pour que le chantier puisse se réaliser, ce qui commence à coûter beaucoup d'argent pour le développeur de projet. Et c'est notamment des fonds d'investissement qui sont ce qu'on dit de stratégie Greenfield. C'est quand on dit Greenfield, comparé à Brownfield, Greenfield, c'est des projets qui sont en cours de construction, qui sont pas encore achevés. Et une stratégie d'investissement Brownfield, c'est des projets qui sont déjà construits. Et c'est souvent des fonds qui vont investir à racheter ces parcs-là pour pouvoir avoir des revenus pendant la période du temps du parc, qui va entre 20 et 30 ans pour ceux qui durent le plus longtemps. Et voilà, les deux stratégies. En sachant que la dernière phase, du coup, c'est la phase d'exploitation, le projet il est construit. Et là, il y a l'arrivée souvent du financement bancaire, à sa dernière phase-là, et qui va durer pendant, comme je disais, entre 20 et 30 ans, selon les différents projets. Il faut savoir que nous... Excuse-moi. Ouais, je dis ça paraît peut-être logique, mais effectivement, plus on avance, moins c'est risqué finalement. Parce qu'effectivement, au début, des fois on a des autorisations, mais on n'a pas les autorisations de tout le monde. Ça peut être les sols, ça peut être la construction en elle-même. Après, donc tout est autorisé, mais il peut y avoir, je sais pas, inflation sur les matériaux de construction, etc. Donc ça peut modifier le chantier. Et après, on a vraiment la maintenance, la facturation. Donc là, c'est la phase d'exploitation. Et là, il y a déjà tous ces risques en moins. Donc c'est ça qu'il faut peut-être quand on analyse du coup nos projets, regarder cette phase. Il n'y en a pas une mieux qu'une autre. C'est juste savoir où est-ce qu'on met nos billes, quoi, finalement. Alors, tout ça pour dire, un projet d'énergie renouvelable, il y a différentes phases. À la fois phase de développement, phase de construction, phase d'exploitation. C'est vrai que une fois que le projet est en exploitation, il y a moins de risques sur ces phases-là. Mais là, il y a différents. Vous voyez, sur les premières phases, il y a très peu de financement pour ces projets d'énergie renouvelable. Et nous, aujourd'hui, on s'est spécialisé sur ces 3 phases-là, dans concrètement des vides où il n'y a pas de fonds d'investissement qui intervenaient ou de banques qui voulaient financer ces projets-là. Et on va vous préciser pourquoi on finance ça et comment on arrive à maîtriser ce risque-là. Parce que comme je vous dis, on a un taux de défaut qui est très faible. Et comment on arrive à ce que nos porteurs de projets arrivent à nous rembourser. Sur la première phase, la phase de développement, on fait ce qu'on appelle des financements de portefeuille en développement. Qu'est-ce que c'est un portefeuille en développement? C'est concrètement, on finance entre 10 et 60 projets à la fois. Alors, c'est des portefeuilles qui sont en fin de phase de développement. C'est pas le début, vraiment, c'est pas... on a souvent le foncier qui est sécurisé, mais c'est vraiment fin de phase de développement, quand il y a encore certaines instructions qui doivent être réalisées ou des autorisations. Mais on est sur quand même des projets qui vont atteindre le stade ready to build dans quelques mois ou au maximum 1 à 2 années. En sachant que, comme je dis, on va diversifier le portefeuille, on ne va pas financer un projet en particulier, qui certes pourrait potentiellement ne pas arriver à échéance, mais on va financer entre 10 et 60 projets pour que si un projet venait à faire défaut, le porteur de projet s'engage en fonction de ce qu'on appelle la loan to value, c'est la valeur totale du portefeuille. Si le portefeuille, par exemple, il vaut 10 millions d'euros, nous, par exemple, on va financer 5 millions d'euros, c'est-à-dire on va financer 50% de cette valeur-là. Le développeur de projet s'engage à ce que si un projet venait à faire défaut, il doit le remplacer d'une valeur équivalente pour que le portefeuille soit toujours équilibré et que du coup, il puisse rembourser à la fois les intérêts et le capital de nos investisseurs. Ce qui fait qu'on a réussi à avoir une offre à la fois pour les développeurs de projet sur une phase où
il n'y avait pas de solution de financement, tout en équilibrant les portefeuilles, parce qu'on parle de portefeuilles concrètement photovoltaïques sur des projets qui se développent très bien. Il y a entre guillemets à peu près 90% des projets qui arrivent à échéance. Et même si on fait partie, il y a un projet qui venait pas à arriver, ben, le porteur de projet s'engage à le rembourser. En sachant que sur la deuxième phase, on arrive dans la phase qu'on appelle de construction, où là, comme je vous le disais, c'est la phase la plus capitalistique, parce que ben, acheter des panneaux et des onduleurs, ça coûte cher, et il faut payer aussi les différentes personnes. Et ce qu'on réalise aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on appelle un financement bridge. C'est avant l'arrivée de la dette bancaire, le portefeuille il doit être financé. Ça permet de débuter les travaux. Et c'est vraiment l'arrivée de la dette bancaire qui viendra rembourser les investisseurs d'Enerfip. Et on est sur des maturités court terme. Et on met en place ce qu'on appelle un nantissement, c'est-à-dire que si le développeur venait à ne pas nous rembourser, on vient activer ce nantissement et les investisseurs d'Enerfip deviennent propriétaires de ces actifs d'énergie renouvelable qui aujourd'hui ont une valeur, qui peuvent être revendus, et cette revente viendra rembourser les investisseurs. La dernière phase, c'est plus connu notamment dans l'immobilier. Concrètement, une banque, elle apporte 80% des fonds pour financer le projet, 20% par le porteur de projet. L'idée, c'est d'arriver avec une solution de quasi-fonds propres, c'est-à-dire qu'on va financer une partie, par exemple 10%, sur une maturité un peu plus long terme, c'est-à-dire sur 4 ans, pour que le développeur de projet puisse garder, comment dire, le maximum de fonds propres pour développer d'autres projets et que ça puisse pas trop creuser dans sa trésorerie. J'essaie de passer un peu vite pour aussi, parce que comme on a pris un peu de retard avec nos différents problèmes techniques, mais pour vous donner concrètement des exemples de à quoi ça correspond. Si je prends l'exemple d'un projet qui va sortir dans 1 semaine et demie, il n'est pas encore sur la plateforme, mais il est confirmé. Le projet de Dolice, pour moi, c'est des projets qui ont réellement du sens parce que c'est des projets de méthanisation. Un projet de méthanisation, concrètement, comme celui-ci, ça permet de, en fait, utiliser ce qu'on appelle les substrats, qui concrètement sont des déchets agricoles, ou ça peut être municipaux, industriels ou ménagers, qui peuvent être intégrés dans un méthaniseur. Et concrètement, la technique d'une méthanisation, ça permet de, c'est comme un compost, ça va dégager des gaz, et ces gaz-là, ce qu'on appelle du biogaz, va pouvoir être exploité, soit pour être brûlé et pour pouvoir utiliser, du coup, produire de l'énergie, de l'électricité, soit ce qu'on appelle être transformé en biométhane, et c'est du gaz naturel qui va pouvoir être revendu sur le marché. Et il faut savoir que ce projet-là, aujourd'hui, il est basé en Pologne. Il faut savoir que la Pologne était très dépendante du gaz russe et souhaite en sortir. Et du coup, ces projets-là qui ont à la fois un sens pour les agriculteurs parce que ça leur permet d'avoir un complément de revenu et d'utiliser ce qu'on appelle du coup les substrats qui ne sont pas utilisés pour leur agriculture, et en même temps un complément de revenu, comme je le disais, parce que ils permettent de revendre ce gaz-là au marché polonais, en sachant que ce projet-là, il est construit, il est déjà en opération, il y a la dette bancaire qui est en train d'être négociée, et ce qui fait qu'on a aussi quand même une rentabilité assez intéressante. On a 8,75 sur 3 ans, et on a une caution, ce qu'on a dit, une caution de la maison mère, si demain le projet venait à ne pas nous rembourser. Voilà un exemple concret de projet. Un deuxième, là c'est un projet concrètement de photovoltaïque. C'est ce qu'on a principalement sur la plateforme, parce que le photovoltaïque aujourd'hui est en pleine expansion. C'est un projet français par un développeur français qui est Melvan, qui aujourd'hui, on a réalisé cette opération en décembre dernier. C'est un projet en développement et en construction de 28 projets photovoltaïques et éoliens qui sont tous basés en France. L'idée, c'est de financer, comme je disais, la fin de phase de développement et le début de phase de construction. On est sur une maturité du coup un peu plus long terme. On est sur du 4 ans, on est sur 7,25 de taux d'intérêt. Et il faut savoir qu'on a mis en place du coup ce qu'on appelle la clause d'arrosage, c'est-à-dire que si un projet venait à faire défaut, il devrait être remplacé par un projet d'une même valeur pour que le portefeuille, toujours pareil, reste équilibré. Et c'est grâce à nos nombreuses analyses qu'on a en interne qu'on arrive à faire ça. C'est qu'on j'ai pas précisé comment on analysait les différents projets. Si c'est une question, vous voulez qu'on revienne dessus, on pourra revenir dans la partie questions-réponses. Mais voilà un peu comment on fonctionne sur Enerfip et comment on arrive à la fois avoir une rentabilité intéressante pour nos investisseurs,
et un contrôle des risques, parce que, comme je le disais, on a un taux de défaut qui aujourd'hui est quasiment nul sur nos différents projets. Et je vais laisser la main. Il y a juste petite question de Jean-Nicolas avant, et même moi, je sais que c'est des questions qui peuvent revenir. Investir, le fait d'avoir des projets en France, en Espagne, en Pologne, est-ce que ça change quelque chose ou pas finalement? Alors, ça change, pour l'investisseur, ça va pas changer quelque chose en particulier. La seule différence, c'est que comme c'est des fiscalités différentes, que ce soit en Pologne, en Espagne, nous, il faut nous fournir une fois par an. Si vous investissez, et c'est pas par projet, c'est par une fois par an, selon le nombre de projets. Mais si vous investissez dans 10 projets espagnols, il faudra un justificatif, un certificat de résidence fiscale qui, nous, on vous le fournit sur votre espace Enerfip. Oui. Et vous devez juste avoir un petit tampon des impôts qui est envoyé. Moi, je l'ai fait cette année, ça m'a pris vraiment 5 minutes. Ils ont été très réactifs. Et ça permet voilà, de pas avoir la double imposition, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir à la fois la fiscalité espagnole et française qui va s'appliquer. Et si vous voulez être uniquement la fiscalité française, il faudra nous transmettre cette information-là. Et après, en termes de risque, le fait que ça soit en dehors de France, il n'y a pas plus de risque à investir, par exemple, en Espagne ou... Le risque, aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de maîtriser au maximum. C'est pour ça qu'on a des analystes sur place qui vont analyser ces projets-là. On a une équipe notamment en Espagne de 6 personnes, dont 5 sont uniquement dédiées sur la partie analyse de ces différents projets. Après, on ne va pas se le cacher, l'Espagne aujourd'hui, ils ont un cadre réglementaire. Un projet photovoltaïque en France, ça met à peu près 5 ans pour se développer. Un projet éolien, c'est à peu près entre 10 et 12 ans. En Espagne, c'est 2 fois moins de temps. Parce qu'il y a un cadre réglementaire qui est plus à même pour développer ces projets-là. Ce qui fait que, oui, il y a un certain risque du pays. C'est pour ça que les projets, je vais vous montrer le projet de Pologne. Si c'était le même projet en France, on aurait un taux qui serait plus faible, on ne va pas se le cacher. Mais par contre, on essaie de le valoriser. Ok. Et alors, du coup, je pose la première question de Jean-Nicolas. Donc, pour nous, investisseurs, les défauts de projet en phase de développement est indolore. Alors, sur cette question je pense, si je rebondis, si je comprends bien la question, hein, vous me dites dans le chat, c'est que s'il y a un projet qui venait, entre guillemets, un projet sur par exemple, les 60 qui sont financés dans un portefeuille, là, c'est un portefeuille de 28 projets. S'il y en a un qui venait à faire défaut, comme je le dis, nous, ce qui est important, c'est que la valeur du portefeuille reste identique à quand on a lancé l'émission. Par exemple, si il y a un projet qui est en défaut, mais que les 27 autres ils ont atteint leur stade prêt à construire, c'est-à-dire que leur valeur a évolué positivement, et du coup, ça vient compenser. On ne va pas demander aux porteurs de projet de remplacer ce projet-là. Mais par contre, si dans les autres projets, il y en a qui sont encore qui n'ont pas bien avancé, on va lui demander de le remplacer. Et c'est pour ça que nous, on va analyser que la société, par exemple Melvin dans ce cas-là, ait un nombre de projets assez conséquent en développement pour qu'elle puisse le remplacer. Là, on finance qu'une partie de ces projets qu'elle a en développement. Et c'est toute l'analyse qu'on va réaliser pour que la société soit assez solide pour pouvoir la remplacer. Ok, très clair. Je propose qu'on continue pour avancer un petit peu, et après, effectivement, Jean-Nicolas rebondit sur les critères de sélection des projets, donc on va l'aborder pendant les questions-réponses. Très bien, donc maintenant qu'on a eu cette présentation par Mathias, on va voir comment est-ce qu'on peut concrètement insérer ça dans une stratégie d'investissement, parce que voilà, il y a toujours des étapes quand même à respecter, etc. Je te laisse passer la slide. Parfait. Hop. Donc voilà, là c'est un peu les étapes préliminaires à tout investissement, entre guillemets, et aussi au crowdfunding. Donc là, ce qu'il faut voir déjà, c'est partir donc de vos objectifs de vie, après définir votre profil investisseur, la structure globale, et ensuite vraiment notre approche avec le crowdfunding, et plus précisément avec le crowdfunding dans les énergies renouvelables. Donc on va approfondir ça du coup par la suite. Vas-y, Mathias. Hop. Donc ça, c'est vraiment une étape très importante, et la première étape quand on construit une stratégie patrimoniale, c'est de se fixer des objectifs, parce que juste investir pour avoir du rendement, ça ne veut pas dire grand-chose, et surtout on perd un petit peu le but de pourquoi on fait ça. Donc c'est toujours se demander qu'est-ce que je veux faire de cet argent, pourquoi je fais tout ça. Donc là j'ai mis une petite liste des objectifs qui reviennent le plus souvent.
En commençant par la retraite, un sujet qui est quand même qui revient de plus en plus et qui risque pas de se finir. Donc voilà, ça peut être plein d'objectifs comme ça. Ce qu'il faut voir avec ces objectifs, c'est qu'il va falloir aussi leur donner une date. Par exemple, la retraite, on la prépare pour quand? Dans 10 ans, dans 15 ans, etc. Se donner une deadline et peut-être aussi un montant à atteindre. Parce que si on dit juste, je prépare ma retraite, mais concrètement, tu as besoin de combien pour vivre à la retraite? Tu as besoin de combien pour financer un achat immobilier? Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça préliminaires à avoir au niveau de nos objectifs de vie. Ensuite, on va définir notre profil investisseur parce que tous les investissements, donc du coup, sont notés sur une échelle de risque. Donc, comme on la voit ici, de 1 à 7. Donc ça nous permet aussi de savoir sur quel type d'investissement on va. Donc, quel type de rendement on peut avoir parce que le risque est vraiment corrélé au rendement. Quand on voit ici l'exemple, quand on commence le 1, c'est vraiment le risque le plus faible. Enfin, il n'y a quasiment pas de risque. C'est les livrets finalement. Bon, là, j'ai mis 3%, mais ça vient de baisser un petit peu. On va être à 2,5, 2,40, il me semble. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment la référence qu'il faut avoir en tête. C'est le taux sans risque finalement. Donc, si on a un investissement qui rapporte moins de 2,5, peut-être se poser des questions parce qu'on prend du risque pour pas grand-chose finalement. Et puis après, au fur et à mesure, on va avancer et on va prendre de plus en plus de risques et normalement plus de rendement. Donc, en général, l'entre-deux, c'est vraiment l'immobilier où on peut espérer entre 4 et 6% de rendement, voire même plus. Tout dépend comment on fait les choses. Et après, on peut aller vraiment jusqu'au 7. Donc là, en général, on parle du marché financier côté action, mais ça peut être aussi des placements un peu alternatifs. Ça peut être du crowdfunding qui est considéré comme très risqué. Donc, c'est le risque 7 sur 7. Après, comme on l'a vu, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent réduire les risques et on va justement en parler. Après, effectivement, on a vu le risque d'un placement. Nous, il faut qu'on détermine le risque qu'on est prêt à accepter finalement. Donc ça, il y a aussi un côté réglementaire. Hein. À chaque fois que vous rencontrez votre banquier ou un conseiller financier ou vous ouvrez un placement, en général, vous avez le fameux questionnaire où on vous demande un peu votre connaissance sur les marchés financiers et sur votre appétence au risque. Sachant que je rajoute ma petite touche verte, il y a un nouveau questionnaire depuis plus de 2 ans sur aussi votre appétence aux questions de durabilité. Est-ce que vous avez envie d'investir dans des questions environnementales, sociales, etc. Et donc, ce profil investisseur, on va devoir y répondre et ça va nous donner une tendance, je dirais. Faut pas non plus l'appliquer bête et méchant, mais on a une tendance. Donc là, c'est les 3 profils principaux, sachant qu'on a en plus le profil vraiment sécuritaire où là, on n'accepte aucun risque. Quand c'est comme ça, ce qu'il faut savoir, c'est que réglementairement, vous avez le droit juste d'aller sur des livrets. Donc c'est pour ça que j'ai pris à partir du profil prudent. Donc voilà, 3 profils en fonction que vous êtes plus ou moins à même d'accepter du risque. Et ça vous donne aussi des orientations sur les différents placements auxquels vous pouvez peut-être regarder un peu plus attentivement. On va peut-être pas faire un petit cours sur les placements que j'ai mis parce que sinon ça va durer beaucoup plus d'1 heure ce webinaire. Attends, je vais juste revenir un tout petit peu. Pardon. T'inquiète. Mais voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que même si on dit j'ai un profil prudent, donc j'ai le droit que à ma liste de produits, de solutions, on va dire d'investissement en dessous. Non, même si on a un profil prudent, c'est que la majorité de notre patrimoine doit quand même être aligné et pas prendre un maximum de risques. Mais si on a envie, faut se définir, c'est ça aussi, psychologiquement, une ligne de se dire maximum tant de capitaux où je suis à l'aise sur la prise de risque. Et donc là, on peut très bien aller chercher aussi des produits dans d'autres profils, comme du crowdfunding par exemple, surtout que c'est accessible dès 10 € chez Enerfip. En général, c'est 100 €, mais chez Enerfip, c'est 10. Donc voilà, il y a possibilité d'aller quand même sur du crowdfunding, même si on est sur un profil plus prudent. Voilà. Ensuite, donc l'étape numéro 3. Donc ça va être vraiment la structure du patrimoine. Donc comme je disais, on investit vraiment par étapes et là aussi ça se retranscrit
vraiment sur la structure de notre patrimoine, tout simplement parce qu'on n'investit que ce dont on n'a pas besoin. Là, on l'a vu avec Enerfip, c'est vraiment des projets, donc souvent en obligation, mais on va en revenir, mais du coup, il y a une date quand même de 2 ans, de 3 ans, etc., 4 ans. Et c'est absolument pas liquide. Vous ne pouvez pas récupérer votre placement, enfin le remboursement de votre placement comme ça. Donc, il faut quand même se dire, il me faut un matelas de sécurité. Donc là, c'est vraiment les pépins du quotidien, la machine à laver qui tombe en panne, la voiture, enfin voilà, des petites choses comme ça. Et normalement, ensuite, on investit. Bon. Je dis toujours de mettre une petite poche opportunité si vous avez des projets à court terme, des choses comme ça. Je sais pas, vous voulez acheter de l'immobilier, peut-être prévoir un apport. En tout cas, si c'est à moins de 2-3 ans, peut-être prévoir l'apport sur un livret ou quelque chose comme ça. Une fois qu'on a vraiment notre base, on va aller sur l'immobilier et de la bourse. Donc là, c'est vraiment les bases en gestion de patrimoine, en investissement. Et après, on va aller sur tout ce qui est un peu plus atypique, exotique, comme on peut l'entendre, Et donc, le crowdfunding, effectivement, ça fait partie des investissements atypiques parce que c'est en jargon un peu patrimonial, c'est du private equity. Donc, on investit finalement dans des solutions. Donc là, c'est des sociétés qui portent des projets, mais c'est pas coté en bourse. Donc, c'est vraiment en direct. Et donc là, il y a un risque parfois plus élevé, etc. Donc, c'est pour ça que c'est des investissements atypiques. Et surtout, c'est que maintenant, c'est accessible aux particuliers. Avant, c'était énormément pour les investisseurs institutionnels ou les gouvernements, etc., quoi. Voilà pour cette étape. Pour revenir sur la partie liquidité, nous, quand même, on a mis en place un marché d'échange de titres qui permet en fait aux investisseurs, s'ils le souhaitent, de pouvoir vendre leurs titres. Alors après, c'est ce qu'on appelle, nous, c'est aujourd'hui, on a, comme je dis, on a 25 000 investisseurs. On a plusieurs transactions qui se passent par jour sur ce marché-là, mais c'est pas garanti par Enerfip. C'est-à-dire qu'il faut que vous trouviez un investisseur, et souvent vous allez devoir baisser entre guillemets le prix de l'obligation à laquelle vous l'avez acheté pour qu'elle se vende le plus rapidement possible. Mais comme je dis, il n'y a pas de garantie, mais ça permet quand même de répondre en partie à certains investisseurs qui souhaitent placer leur argent et qui se disent je ne veux pas être bloqué pendant 4 ans, on ne sait jamais. Vous avez la possibilité, si au bout de 3 ans vous voulez le vendre, vous avez cette possibilité-là. Mais comme je dis, il n'est pas garanti. Effectivement, petite subtilité quand même importante. Et donc là, c'est pas donc la société Enerfip ou même la société dans les panneaux photovoltaïques qui va racheter, mais c'est effectivement entre nous sur le marché vraiment secondaire. Mais ça, effectivement, ça peut régler parfois ce problème de liquidité. Donc c'est des petites choses qui sont intéressantes. Ok. Après, effectivement, on parle là des thématiques. Là, on aborde vraiment les énergies renouvelables et il y a plein d'avantages aux énergies renouvelables, mais des fois, on parle toujours quand même de diversification. C'est peut-être bien aussi d'aller voir ce qui se passe aussi sur les autres thématiques, etc. Après, comme je le disais tout à l'heure, les énergies renouvelables, pour commencer, je trouve que c'est quand même intéressant, et même après par la suite, mais pour commencer, on parle quand même ici d'obligations. Donc, il y a une date de fin, il y a un montant, un montant collecté, une date de fin et un taux de rendement, voilà, c'est ça. Un taux de rendement, donc on sait où on va. Et les énergies, c'est quand même beaucoup moins risqué, on l'a vu sur les taux de défaut, etc. Donc, ça permet quand même de réduire un petit peu ce risque de 7 sur 7, c'est l'investissement le plus risqué du monde. On peut quand même trouver des petites choses, aller sur des énergies, faire une diversification, ça peut quand même réduire un petit peu le risque. Voilà, donc ça c'est vraiment les thématiques. Même si on a, je suis consciente que quand on peut avoir des convictions, des fois on a un peu des thématiques phares dans notre esprit, il faut quand même essayer de s'ouvrir un peu à ce qui peut avoir autour, quoi, entre guillemets. Donc l'étape 5, parfait. On parlait d'action, obligation. Souvent, c'est vrai qu'on aborde ça un peu comme si c'était simple, mais on me repose la question de savoir quelle est la différence. Donc c'est toujours des investissements du coup dans des entreprises, mais quand même drastiquement différentes. L'action, on devient vraiment actionnaire de la société, donc on détient des parts de la société. On est un peu propriétaire d'une petite part de celle-ci. Donc,
techniquement, on a le droit de prendre part à la vie de la société, de participer aux assemblées générales, voter, etc. Donc là, c'est vraiment, on fait partie de l'entreprise. Ce qu'il faut voir en private equity, hein, toujours ici en crowdfunding, c'est que c'est quand même moins liquide. Parce qu'on l'a vu, les obligations, il y a une date de fin, de contrat, etc. Donc techniquement, à la fin, ça s'arrête. Et c'est forcément aussi plus risqué parce que en cas de faillite vraiment de la société, les porteurs les actionnaires sont vraiment remboursés en tout dernier. On rembourse déjà les banques, les porteurs d'obligations, etc. Et ensuite, s'il reste de l'argent, on rembourse les actionnaires. Donc, faut quand même voir ça quand vous allez sur des actions, c'est vraiment, surtout en crowdfunding, c'est vraiment de la conviction, etc. Et on voit ça sur du temps long. Que les obligations, donc on l'a vu, là on prête des fonds, c'est se mettre à côté ou remplacer la banque, hein, si on peut dire ça, et on a vraiment un contrat de prêt avec un rendement, une date de fin, etc. Et donc c'est moins risqué parce que comme on l'a dit, on est remboursé quand même en priorité. Donc ça, c'est quand même une différence hyper importante. Sur beaucoup de plateformes, on peut trouver un petit peu des deux. Donc, on peut très bien faire une allocation de tout ça, mais effectivement, dans les énergies renouvelables, c'est en général plus des obligations. Tu m'arrêtes, Mathias, mais je crois que j'ai quand même vu 2-3 actions de temps en temps, mais ça reste très à la marge. Hein, Ça reste à la marge sur des ouais. projets particuliers. C'est souvent on a eu dans l'historique d'Enership des projets notamment locaux, où en fait les porteurs de projets voulaient engager les locaux dans les projets, et ce qui fait qu'il y avait des sociétés, ce qu'on appelle des sociétés citoyennes, qui étaient créées, dédiées pour ces investisseurs-là, du département où est le projet ou des départements limitrophes, et du coup ils achetaient des actions, mais le porteur de projet s'engageait à rembourser avec un taux d'intérêt et à une maturité donnée, ce qui fait que c'était des actions considérées comme obligations, mais il fallait que dans un cadre réglementaire, ça rentre en action. Après, on a d'autres projets qu'on a en ce moment, qu'on appelle, oui, c'est Enership Innovation, qui sont des projets, on va dire, plus risqués, sur des projets, on va dire, plus de, je dirais pas start-up, mais des projets qui sont moins développés qu'un projet photovoltaïque, où là, la technologie, on la connaît très bien, et c'est certes qu'on va aller chercher des rentabilités plus importantes, on va plus aller chercher des TRI à 15%, mais par contre, il y a un risque qui est un peu plus important. Ok, super. Et après, dernière étape, et on passera aux questions-réponses. Moi, c'est 2 types de stratégies que j'utilise à titre personnel ou avec mes clients. C'est finalement se dire, soit on investit plus régulièrement, alors tous les mois, faut quand même y aller, mais on investit tous les mois ou tous les 2 mois dans des entreprises, dans des projets qui nous intéressent. Là, il y a une diversification énorme. À la fin de l'année, on a une dizaine de projets plutôt intéressants. Mais effectivement, ça prend du temps parce qu'il faut quand même choisir les projets, les analyser un minimum. Et en général, ça va pas être éligible au PEA, PEA, PME. Petit rappel, l'enveloppe du PEA PME vous permet au bout de 5 ans de réduire l'imposition sur les gains. Donc effectivement, quand on investit en direct sans passer par le PEA PME, des fois, c'est qu'on aura une fiscalité qui est plus importante. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour être éligible à ce contrat-là, en général, c'est des paliers de 5 000 euros. Donc, faut quand même avoir les capitaux, sachant que faut toujours penser que c'est de la diversification, ça doit pas être notre investissement principal, ou premier. Et après, la stratégie numéro 2, ça serait d'investir quelques fois dans l'année, peut-être 1 fois, 2 fois, en fonction de ce qu'on a envie, mais peut-être des montants plus conséquents, en fonction toujours de notre patrimoine, de nos possibilités. Là, effectivement, ça prend moins de temps, mais ça peut être éligible au PEA. Toujours si on dépasse les 5 000. Mais ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est de définir un montant maximum en amont sur la totalité de notre patrimoine, dire 5-10% de mon patrimoine, combien ça représente. Voilà ce qu'il faut ne pas dépasser tous les ans, tous les mois. Se donner un petit montant. Avec mes clients, ceux qui investissent vraiment tous les mois, tous les 2 mois. À chaque fois, on s'est fait un point. Si tu investis tous les mois, il faut pas dépasser 100 euros, 200 euros, 300 euros, en fonction vraiment de leur liquidité totale. Donc voilà, ça vous donne des idées de stratégie si c'est quelque chose qui peut vous intéresser sur le long terme.
j'ai fini pour cette partie. On va pouvoir passer aux questions-réponses. Tac, tac, tac. Alors. On avait déjà quelques questions Ouais, au fur et effectivement. à mesure. Alors, on va essayer de remonter pour ne pas les En loupé. louper. Alors, c'est vrai qu'il y a la question qu'on a, notamment sur les critères de sélection. Comme je disais aujourd'hui, alors j'ai pas prévu de slide sur ça particulièrement. On a déjà réalisé un webinaire qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube des Nerfip, sur notamment comment on met des notes sur chaque projet, et comment on sélectionne ces projets-là. Aujourd'hui, je vais prendre les grandes étapes, mais la première étape, c'est une fois qu'on a originé un deal, c'est-à-dire qu'il nous a été envoyé ou qu'on a, avec aujourd'hui les différents contacts qu'on a avec les différents porteurs de projets, il va ce qu'on appelle avoir une première analyse préliminaire de dire est-ce qu'on peut financer ce projet-là, à la fois sur la partie financière, mais surtout sur la partie technologie. Est-ce que c'est un projet qui pour nous a du sens pour la partie transition énergétique? Par exemple, nous on va pas financer de projet nucléaire. Je prends un exemple. Projet charbon ou gazier. Il faut que c'est un sens pour la transition énergétique. Et après, on va faire toute l'analyse avec nos analyses financières de savoir est-ce que le projet est viable, quels sont les risques, quelles sont les opportunités. Si on trouve des risques, comment on peut le pallier par, parce que je prenais l'exemple d'une sûreté qui va permettre de, si demain il venait avoir un problème sur ce risque-là, ben de pouvoir essayer de retrouver des fonds pour rembourser les investisseurs des Nerfip. Et une fois que cette analyse est sortie, elle est présentée à ce qu'on appelle le comité de sélection chez Nerfip, qui est considéré qui consiste à analyser ce projet-là, de savoir à différents experts d'Enerfip de dire quels sont les points positifs, quels sont les points négatifs, et est-ce qu'on veut sortir ce projet-là sur Enerfip. Soit il est validé, et entre guillemets, après dans les 2 semaines, il est sorti sur Enerfip, soit il peut être soit refusé totalement, mais souvent, la plupart du temps, c'est ok, est-ce que ce projet-là, on peut pas rehausser le taux pour les investisseurs, est-ce qu'on peut pas avoir une sûreté supplémentaire? Et comme je disais, aujourd'hui, il y a un grand nombre de projets qu'on analyse qui n'arrivent pas jusqu'au comité de sélection et qui aussi sont refusés parce qu'on souhaite avoir des analyses et des projets qui sont de meilleure qualité possible pour nos investisseurs pour les rembourser. Ok, alors, oui, il y avait juste une petite question rapide, j'ai répondu dans le chat, mais pour avoir le questionnaire, je suppose sur l'appétence en termes de durabilité, on vous enverra à la suite du webinaire un questionnaire type, comme ça vous aurez tout. Et après, on avait une question de Johan sur votre positionnement sur l'éolien et la préservation des paysages. Je pense notamment du coup aux éoliennes en mer du côté de Bath. Ouais, ça c'est une question qu'on nous pose souvent. Enerfip, historiquement, je pense depuis notre création, on a dû réaliser entre 50 et 70 réunions d'information, et pas dans les grandes villes, dans des petits patelins où se trouvent les projets d'énergie renouvelable, que ce soit photovoltaïque ou éolien. Là, on a encore une équipe qui était en ce début de semaine à côté du Rhône pour un projet photovoltaïque développé par la CNR, pour aller rencontrer les citoyens, échanger avec eux, leur dire pourquoi ce projet-là, mais quels sont les avantages, qu'est-ce que ça a apporté pour la commune, qu'est-ce que ça a apporté pour la communauté de communes, quelles sont les énergies qui sont positionnées, et aussi quel est l'impact que ça a. C'est vrai que sur les projets éoliens, il y a toujours plus de contestations, on ne va pas se le cacher. Notamment, vous parlez d'éoliennes en mer. Je sais que, alors moi, je n'étais pas là encore à l'époque, mais les premiers projets d'éoliennes en mer qui s'étaient développés dans le nord de la France, on y était. On est allé réaliser une campagne d'information pour aller rencontrer les riverains. Et oui, il y avait des opposants. Après, on s'est rendu compte que les opposants, souvent, c'est pas des gens qui sont sur la commune. Et il y avait des gens qui étaient venus nous voir en nous disant attendez, moi, j'habite de cette commune depuis 20 ans. Je suis très content qu'il y ait ces éoliennes-là. Ça va créer à la fois de l'activité pour la commune. Et il faut savoir aussi que c'est des revenus parce qu'il y a des frais qui sont payés pour pouvoir installer ces éoliennes-là. Après, sur la partie est-ce que c'est beau ou c'est pas beau, chacun a son avis. C'est très personnel, oui. Ça, je ne vais pas m'aventurer sur ce chemin-là. Après, nous, aujourd'hui, on va pas se le cacher, on finance moins d'éoliennes que ce qu'on faisait il y a quelques années, parce que c'est vrai que la conjoncture est un peu plus compliquée pour l'éolien que pour le photovoltaïque, et c'est pour ça qu'on en a un peu moins. Mais en tout cas, nous, on pense que ça a du sens de développer l'éolien dans une stratégie que ce soit bien intégré sur le territoire,
et bien sûr que les citoyens puissent donner leur avis sur ces différents projets. Puis bon, après, on parle de, effectivement, c'est pas forcément beau, mais c'est parce qu'on n'a pas forcément les mines de charbon ou les trucs comme ça sous les yeux, ou les puits de pétrole sous les yeux, mais c'est pas forcément plus beau, entre guillemets. En tout cas, à titre personnel, toujours. Chacun a son avis sur ça. C'est d'autres questions, parce qu'en marché secondaire, on a répondu. Ouais. De l'avoir. Et sur l'origine des panneaux, photovoltaïque. C'est une très bonne question qu'on nous pose souvent. Aujourd'hui, oui, je dirais à peu près 95% des panneaux viennent de Chine. Il faut savoir que historiquement les premiers panneaux photovoltaïques au monde ont été créés en France et même en Europe. On avait des usines, sauf que l'État français a décidé de ne pas continuer à développer cette filière-là. Et aujourd'hui, on va pas se le cacher, on s'en mord les doigts. Nous, on va soutenir des projets, notamment comme Carbone, je sais pas si vous en avez entendu parler, qui sont des projets à Fos-sur-Mer, à côté de Marseille, d'une gigafactory de panneaux photovoltaïques made in France et made in Europe pour développer ces projets-là. Après, oui, aujourd'hui, on va pas se le cacher, la plupart des panneaux viennent de Chine, en tout cas, viennent pas d'Europe. Faut savoir que c'est une question de coût pour les développeurs des renouvelables. Mais après, voilà, c'est ce qu'on essaie de promouvoir, c'est que par exemple, cette énergie-là, il n'y a pas besoin d'autres composants, c'est-à-dire on achète le panneau et après on utilise le soleil et les photons du soleil pour pouvoir produire de l'énergie. Il n'y a pas d'énergie gratuite. Moi, je le répète à chaque fois, toute source d'énergie, plus vertueuse qu'elle soit, a des inconvénients et des avantages. En tout cas, l'objectif, comme on répète, c'est que l'ennemi, c'est les énergies fossiles, que ce soit le charbon, le gaz, le pétrole. Et du coup, les énergies renouvelables, que ce soit à la fois dans le mix électrique, mais surtout dans le mix énergétique au global, puisque en France, certes, on a un mix électrique qui est décarboné à 95%, mais par contre, on a un mix énergétique qui est aujourd'hui encore très carboné. Et c'est pour ça qu'il va falloir produire plus d'électricité pour avoir une consommation et une souveraineté énergétique positive pour la France et pour l'Europe, parce que je parle même pas de l'Europe. En Europe, vous disiez la Pologne, aujourd'hui, énormément de projets se développent là-bas. Et ça permet toujours une diversification aussi géographique, quoi. Diversification géographique, exactement, toujours diversifié. On en revient sur cette partie-là. C'est positif pour les investisseurs aussi. Et on n'a pas d'autres questions. Sinon, ouais, on a répondu à tout. On a tenu les temps. 13h01. On a réussi à rattraper tout ça. Donc merci d'avoir participé à ce webinaire, et puis comme on l'a dit, on vous enverra le replay du webinaire et le questionnaire en plus sur la durabilité, etc. Merci encore à vous tous. Et désolé pour les petits problèmes techniques et à bientôt. À bientôt. Merci.